pratique pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc, on a volontairement coupé vos micros pour vous assurer une meilleure qualité d'écoute. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendiez parfaitement. Sans le casque, ça risquait d'être compliqué. Donc, je reprends parce que je ne sais pas du coup si vous m'aviez bien entendu. Donc, je suis Karima Kless de la relation employeur. Donc, je vais animer ce premier webinaire dédié à la DSN, qui est un module donc initiation. Donc, accompagnée de ma collaboratrice, Madame Ingrid Vandenbroek, que vous avez vue tout à l'heure à l'écran. Donc, voilà, elle est de nouveau à l'écran. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je vais juste vous rappeler rapidement quelques petites modalités pratiques pour que tout le monde, en fait, puisse voir ce que nous diffusons à l'écran. Alors, je vous demande quelques petits instants, s'il vous plaît. Alors, donc, on va couper vos micros, effectivement, pour vous assurer une bonne qualité d'écoute. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long du chat. Le format du webinaire devrait se dérouler sur à peu près 45 minutes. Les 15 dernières minutes donc, seront dédiées à la réponse aux questions que vous aurez posées donc, via le chat. Alors, si le temps imparti n'était pas suffisant pour répondre à toutes vos questions, surtout n'ayez aucune inquiétude. Donc, on vous fera parvenir la liste des questions-réponses, ainsi que le diaporama qu'on va vous diffuser et un questionnaire de satisfaction. Et bien évidemment, nous mettrons ce webinaire, ce premier webinaire sera disponible en replay sur une chaîne YouTube. Alors, je vais vous partager donc voilà, donc alors le sommaire de ce webinaire va se décomposer en 3 grandes parties. Une première partie qui sera dédiée donc aux généralités sur la DSN, une seconde sur les bonnes pratiques en DSN et enfin une dernière partie sur l'offre digitale de l'assurance maladie et les sites incontournables. Donc, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Donc, la DSN, qu'est-ce que c'est? C'est donc la déclaration sociale nominative. Donc, c'est une déclaration qui va vous permettre donc de déclarer, de payer de façon simplifiée vos cotisations. Elle a été mise en place depuis 2017 et généralisée au 1er janvier 2019. Alors, jusqu'à présent, toutes les entreprises devaient faire parvenir des données relatives à leur masse salariale à de très nombreux organismes, que ce soit donc l'assurance maladie, les impôts, les URSSAF, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et forcément, souvent, il s'agissait des mêmes éléments. Donc, dans le cadre d'une mesure de simplification, la DSN a été pensée de sorte à ce que l'employeur ne dépose qu'une seule fois ces éléments et que ce soit les organismes sociaux qui viennent chercher dans cette espèce de grande base de données les éléments dont ils ont besoin pour payer leurs prestations. Alors, si je devais vous schématiser en fait la DSN, ce serait l'image que vous avez à l'écran. La DSN pourrait être une photo à un instant T de la vie du salarié dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on y retrouverait tous les événements marquants qui viennent jalonner sa vie, donc son embauche, le fait qu'il devienne parent, le fait qu'il soit malade ou qu'il ait un accident du travail, le fait qu'il soit licencié ou encore le fait qu'il parte à la retraite. Donc, la DSN va représenter pour votre entreprise de nombreux avantages. Le premier, bien sûr, c'est la simplification de vos démarches avec un gain de temps considérable. Vous allez également sécuriser les droits de vos salariés, puisqu'effectivement, les informations que vous allez fournir seront fiabilisées et que donc, les droits seront maintenus pour vos salariés. Vous allez optimiser vos procédures et en transmettant des données fiables, vous allez permettre de contribuer à la lutte contre la fraude. Alors, qui est concerné par la DSN? Toutes les entreprises du secteur privé du régime général
et du régime agricole de sécurité sociale qui emploie des salariés sont concernés par la DSN. Alors, certains employeurs sont exclus du dispositif. De qui s'agit-il? Donc, des employeurs particuliers, des employeurs de la fonction publique. Alors, il devrait y entrer prochainement, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Certaines entreprises situées dans des zones géographiques non concernées par la DSN, c'est le cas de Monaco, par exemple, certaines collectivités d'outre-mer ou encore certaines entreprises de Mayotte. Et vous avez également les établissements qui sont nouvellement entrés en DSN, mais qui n'ont pas encore pu transmettre de données aux organismes complémentaires en DSN. Effectivement, donc, ces entreprises sont priées de continuer à faire parvenir des DADSU comme faisaient toutes les entreprises avant l'entrée obligatoire en DSN. Alors, pour bien débuter la DSN, que faut-il faire? Alors, déjà, la première chose, c'est d'avoir un logiciel compatible avec la norme NeoDES. Alors, la norme NeoDES, qu'est-ce que c'est? C'est une norme d'échange optimisée des données sociales. En fait, c'est tout simplement une norme de codage qu'utilisent les logiciels pour pouvoir en fait transmettre la DSN. Donc, la DSN, c'est en fait un sous-produit de la paye qui doit donc être compatible avec cette fameuse norme. Le logiciel que vous allez acquérir ou que vous avez déjà doit être en capacité de traduire des données qui figurent sur les bulletins de paye en ce qu'on appelle des données DSN. Et pour cela, il faut que votre éditeur de logiciel vous ait fourni un logiciel donc qui puisse être au bon format, respecter les contrôles et les critères qui sont attendus par cette norme NeoDES. Alors bien évidemment, il faut être inscrit sur Net Entreprise, mais quasiment toutes les entreprises y sont désormais et via Net Entreprise, avoir vérifié la conformité de son SIRET. Alors, en l'absence de logiciel, alors il arrive Là, effectivement pardon? Il arrive parfois que de petites entreprises n'aient pas accès effectivement aux logiciels de paye, qu'elles aient accès à certains dispositifs particuliers que vous voyez apparaître à l'écran, tels que le TZ, titre emploi-service, tels que Isilo BTP pour les entreprises du bâtiment, Isilo guichet professionnel pour les entreprises du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, chèque emploi associatif pour les associations à but non lucratif ou les fondations et impact emploi association pour toutes les associations type sportif, artistique, comptant en fait plus de 9 équivalents à temps plein. Alors, ces dispositifs permettent effectivement de pallier à l'absence de logiciel. Vous allez pouvoir transférer votre DSN mensuel. Cependant, j'apporte juste une petite précision. Il faut savoir que la DSN se décompose en deux pans. Une partie qu'on appelle la DSN mensuelle, qui est obligatoire et transmise tous les mois. On va en reparler là plus dans le détail. Et une partie qu'on appelle la DSN événementielle, que vous devez effectuer quand certains événements viennent ponctuer la vie du salarié. Donc, ces deux choses sont à effectuer, sont obligatoires. Il faut savoir que certains de ces dispositifs, tels que le TZ, titre emploi-service par exemple, ou le chèque emploi associatif, ne permettent pas le deuxième pan de la DSN, qui est le transfert des signalements d'événements. Alors, quelles sont les données contenues dans la DSN? Donc, la DSN, en fait, elle va contenir des informations issues de la paye au sens large. On va y retrouver les salaires, les cotisations, les numéros de sécurité sociale ou encore les SIRET d'établissement. Donc, la DSN, ce que je vous ai introduit jusqu'à présent, c'est qu'elle se décompose en deux parties. Une partie qu'on appelle la DSN mensuelle, c'est la partie obligatoire à laquelle vous devez vous astreindre à une échéance bien spécifique, dont je vous reparle tout de suite après, et les signalements d'événements qui, quant à eux, sont des choses que vous devez réaliser uniquement quand un événement intervient dans la vie du salarié. Par exemple, une fin de contrat, il est en arrêt maladie, une reprise de travail anticipée. Pour ce type d'événement, il faut réaliser ce qu'on appelle la DSN événementielle. Alors, comment transmettre une DSN? Alors, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, soit vous décidez en fait de réaliser vous-même votre DSN, donc vous en occupez vous-même. Vous vous êtes équipé donc d'un logiciel compatible et vous procédez donc et au transfert des DSN mensuels et à la DSN événementielle, soit vous décidez de confier en fait cette mission
à un tiers déclarant, qui peut être un expert comptable, qui peut être une entreprise externalisée en RH. C'est vous qui voyez. Alors, le calendrier DSN, je vous en parlais tout à l'heure. En fait, la DSN étant obligatoire, il y a des dates butoirs à respecter. Donc, il faut savoir qu'elle est à effectuer donc, tous les mois, avant le 5 du mois, pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés et dont la paye est versée au cours du même mois que la période de travail. Et avant le 15 du mois dans tous les autres cas. En fait, ça correspond à peu près à ce qui existait pour le paiement des cotisations URSSAF en fonction que vous aviez à payer le 5 ou le 15. Donc voilà, ce sont des dates butoirs à respecter. Et concernant la DSN événementielle, qui est, je vous le rappelle, ce que vous devez effectuer quand un événement vient ponctuer la vie du salarié, par exemple un arrêt maladie, vous recevez un arrêt maladie pour un de vos salariés, la loi dit que vous avez 5 jours pour réaliser donc le signalement d'événement. Alors, les avantages de la DSN pour gérer l'arrêt de travail. Donc, vous aurez compris qu'en fait, les avantages sont quand même très importants pour votre entreprise, puisqu'effectivement, non seulement vous allez minimiser le risque d'erreur dans la transmission des éléments que vous allez faire aux organismes sociaux, et qu'en plus, ça va nous permettre, nous, aux organismes, de réagir beaucoup plus rapidement et de payer les dossiers beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, un signalement d'événement va vous permettre non seulement de simplifier, de sécuriser, mais également, surtout, de fiabiliser vos données. Donc, que des avantages, effectivement, pour vos entreprises. Alors, les prérequis de la DSN événementielle. Alors, toutes les données qui sont transmises via la DSN, que ce soit le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, etc., toutes les informations relatives donc, aux salariés doivent être contrôlées, puisqu'effectivement, vous êtes seul responsable des éléments que vous transférez via la DSN. Et donc, il faut vous assurer que les éléments que vous transmettez sont totalement exacts. Alors, pour cela, il y a un outil qui est mis à votre disposition, qu'on appelle le bilan d'identification des salariés. Et ça vous permet effectivement de vérifier s'il y a d'éventuelles anomalies dans les flux que vous transférez aux organismes. Alors, où se trouve cet outil qu'on appelle donc le bilan d'identification des salariés? Eh bien, ça se trouve sur le tableau de bord sur Net Entreprise. Donc, je vous reparlerai plus en détail un peu plus tard de ce fameux tableau de bord. Donc, comme je vous le disais, charge à vous de vous assurer que toutes les informations sont exactes. Alors, je vous ai illustré ce que je suis en train de vous dire par un exemple que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, je m'excuse par avance de la qualité de l'image. Je sais que c'est un peu flou, mais je vais vous expliquer ce qu'il en est exactement. J'ai juste voulu vous montrer à quoi ressemble ce fameux bilan d'identification des salariés. Donc, il se décompose de deux parties. Vous avez une partie qui se situe à gauche, une partie qui se situe à droite. La partie de gauche, ce sont les informations que vous avez saisies vous-même dans votre logiciel concernant vos salariés. La partie de droite, ce sont les informations qui se trouvent sur le référentiel national de l'assurance maladie. Pour que le DSN que vous transmettiez soit totalement exact, il faut que les éléments de droite soient totalement identiques aux éléments de gauche. Alors, je vous ai repris dans l'encadré central effectivement un exemple. C'est une entreprise pour laquelle, en fait, lorsqu'elle dépose ses DSN mensuels, certaines anomalies ont été remontées. Donc, il s'agit là d'une anomalie dite non bloquante. Alors, sachez qu'il existe différents types d'anomalies. Donc, il y a les bloquantes et les non bloquantes, mais ceci sera vu dans un second module qu'on appellera le module perfectionnement à la DSN. Donc là, il s'agit d'une anomalie dite non bloquante. En quoi consiste cette anomalie? Alors vous voyez que c'est une jeune femme qu'on appellera Dupont, par exemple, Dupont Stéphanie. Elle est identifiée comme ça sur le logiciel de l'entreprise. Et sur le référentiel de l'assurance maladie, on voit qu'elle est identifiée comme étant Dupont Stéphanie Claire-Marie. Donc effectivement, à votre niveau, ça peut paraître de l'ordre du détail puisqu'on a le prénom principal sur le logiciel et on a le deuxième et le troisième prénom en plus sur le référentiel de l'assurance maladie. Et bien, cette différence, aussi minime soit-elle,
constitue une anomalie non bloquante, excusez-moi, et vous devrez la corriger et donc vous assurer que les informations rentrées dans le logiciel sont strictement identiques aux informations connues par l'assurance maladie. Alors, ces informations, comme je vous le disais, ne vont pas bloquer au niveau de la DSN mensuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toujours transmettre les informations relatives à cette salariée sur les DSN qui vont suivre. Mais le jour où cette fameuse Stéphanie va tomber malade et que vous allez devoir réaliser une attestation, un signalement de DSN événementiel, le signalement, vous ne pourrez pas l'effectuer. Vous allez l'effectuer, mais il ne se reconstituera jamais dans les organismes et cette personne donc aura vu ses droits rompus, puisqu'effectivement, nous ne pourrons pas indemniser sans réception du signalement de votre part. D'où l'importance de vérifier effectivement ce fameux bilan d'identification des salariés. Alors pour les bons élèves, parce qu'il y a toujours des bons élèves, il est possible qu'effectivement vous n'ayez aucune anomalie sur votre DSN. Et dans ce cas, vous n'aurez pas accès à ce bilan d'identification, vous aurez juste une information vous indiquant réussite du traitement. Alors, zoom sur le numéro technique temporaire. Alors, vous savez, parfois, il peut arriver qu'un salarié n'ait pas de numéro de sécurité sociale ou qu'il ait un numéro de sécurité sociale provisoire qui commence par un 7 ou un 8. Je pense que vous avez dû tous déjà en voir. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, quand on naît, l'enfant arrive, il est tout de suite immatriculé, il a tout de suite un numéro de sécurité sociale. Mais les personnes qui viennent de l'étranger n'ont pas forcément de numéro. Donc, la DSN, elle exige un numéro de sécurité sociale pour chaque salarié. Donc, pour pallier à cette absence de numéro, en fait, l'employeur doit réaliser ce qu'on appelle un numéro technique temporaire. C'est un numéro qui est constitué de chiffres et de lettres. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la réalisation de ce numéro aujourd'hui, puisqu'effectivement, ce sera revu dans le module perfectionnement, mais charge à l'employeur de réaliser ce numéro technique temporaire. Il est valable 3 mois, renouvelable une fois, le temps que la sécurité sociale immatricule définitivement le salarié. Alors, juste une petite précision qui a son importance ici. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce qui est la DSN mensuelle, qui est obligatoire et qui se passe tous les mois, et la DSN événementielle que l'on ne fait que lorsqu'un événement vient ponctuer la vie du salarié, quand par exemple il s'agira d'un arrêt maladie. Il faut savoir qu'avec un numéro technique temporaire, on ne peut pas faire de DSN événementielle. Et donc, si mon salarié qui a un numéro technique temporaire est en arrêt, je n'ai pas d'autre choix que de réaliser une attestation de salaire papier et l'envoyer donc à l'assurance maladie pour que le salarié soit indemnisé. Le signalement d'arrêt de travail. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, jusqu'à présent, comment cela se passait-il? Pour toutes les entreprises qui n'étaient pas encore en DSN événementiel, qui étaient donc à ce jour en DSN, mais pas encore en DSN événementiel, quand vos salariés se mettaient en arrêt, il fallait nous envoyer une attestation de salaire. Alors, aujourd'hui, je dirais que quasiment tous les employeurs sont inscrits à Net Entreprise et que quasiment tous font leur déclaration en ligne. Donc, il vous fallait vous connecter sur Net Entreprise, rentrer votre numéro de SIRET, votre nom, votre prénom, votre mot de passe. Une fois identifié, il fallait aller rechercher les informations relatives à votre salarié, son état civil, sa date de naissance, sa date d'embauche. Ensuite, en fonction de qu'il était arrêté en maladie, accident du travail, paternité, enfin peu importe, il fallait aller rechercher les éléments de salaire dans le logiciel de paye. Imaginons que c'est un arrêt maladie, il faut récupérer les 3 mois d'arrêt maladie. Les primes, et pour peu qu'il s'agissait d'une période qui ne soit pas totalement exécutée, il fallait reconstituer un salaire. Et parfois, ça nécessite un peu de réflexion, c'est pas forcément évident et il y a un risque d'erreur qui est important puisqu'effectivement, vous reprenez des éléments du logiciel que vous retranscrivez en les saisissant sur Net Entreprise. Donc, il y avait ce petit risque d'erreur, sans compter le temps qui effectivement pouvait être plus ou moins long en fonction des entreprises, en fonction des cas de figure. Alors là, avec la DSN événementielle, on va mettre tout le monde d'accord, on oublie tout ça. La DSN événementielle, elle demande que 3 éléments principaux soient indiqués. Le motif de l'arrêt,
Donc, pour quelle raison la personne est arrêtée? Est-ce de la maladie? Est-ce de la maternité? Est-ce un accident du travail? La date du dernier jour de travail? La date de fin prévisionnelle. Qu'est-ce que c'est que la date de fin prévisionnelle? Je reçois un arrêt maladie pour mon salarié. Imaginons, il est arrêté du lundi au vendredi. Donc, la fin de date prévisionnelle, eh ben, c'est le vendredi. C'est la fin de l'arrêt. Voilà la date qu'il faut indiquer. Et si effectivement je demande une subrogation, à ce moment-là, je l'indique à ce moment-là. Donc, ces seuls éléments sont attendus sur un signalement d'événement. Et vous n'avez plus qu'à valider. On oublie tout le reste, puisqu'effectivement, les éléments relatifs au salaire, vous les avez envoyés précédemment chaque mois. Ils sont venus alimenter une grosse base de données et lorsque vous allez réaliser votre signalement, les informations vont être récupérées dans cette base de données. Donc, vous n'avez juste qu'à indiquer ces trois petits éléments que vous voyez à l'écran en gras. Effectivement, donc comme je vous le disais, c'est vraiment un gain de temps considérable pour les entreprises, la DSN événementielle, en plus de fiabiliser donc les données qui nous seront transmises. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est destiné donc à la DSN, qui concerne les bonnes pratiques en DSN. Alors, je vais revoir avec vous les principales règles à respecter pour vous assurer d'une parfaite DSN événementielle. Donc, la règle numéro 1, j'effectue un signalement d'arrêt quelle que soit sa durée. Et oui, ça peut paraître bête, mais effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que quand on paye des arrêts maladie, il y a 3 jours de carence. Ouais, l'assurance maladie ne paye pas 3 jours. Donc, en fait, il était communément admis par les entreprises que, bon, comme on ne payait pas ces 3 jours-là, ma foi, si l'arrêt faisait moins de 3 jours ou 3 jours, l'employeur n'envoyait pas d'attestation de salaire. Avec la DSN, c'est non. C'est quelle que soit la durée de l'arrêt, je fais un signalement d'événement. La règle numéro 2, en cas de prolongation d'arrêt, je ne fais pas de signalement d'arrêt. Donc ça, c'est un peu effectivement le même principe que pour les attestations classiquement. C'est-à-dire que mon salarié, quand il se met en arrêt maladie, je dois absolument réaliser un signalement la première fois pour qu'une attestation puisse être générée chez nous et qu'on puisse payer les indemnités journalières. Tant que le salarié n'a pas repris le travail, je ne fais pas d'autres signalements. Règle numéro 3, je renseigne la date de fin d'arrêt dans mon logiciel. Effectivement, ça peut paraître très simple, mais c'est un peu une petite chose que beaucoup d'entreprises oublient parfois. En fait, dès que le salarié reprend le travail, il faut absolument penser à venir enregistrer la date dans votre logiciel. Car n'oubliez pas que chaque mois, vous transmettez des données relatives à ce salarié via la DSN mensuelle. Et si vous n'avez pas pensé à indiquer une date dans votre logiciel lors de la reprise de travail, la DSN mensuelle que vous allez passer le mois suivant va véhiculer l'information que le salarié est toujours en arrêt, alors que ce sera inexact puisqu'il aura repris le travail. Donc, pensez bien à enregistrer cette fameuse date. La règle numéro 4, que faire en cas de subrogation? Alors, en cas de subrogation, c'est simple. En fait, il faut juste penser à indiquer les dates maximum autorisées par la convention collective. Surtout, ne vous limitez pas aux dates d'arrêt. Parce qu'effectivement, si vous vous limitez aux dates d'arrêt que la personne est prolongée, le système risque de payer automatiquement aux salariés par la suite. Donc, pensez bien à indiquer les dates maximum autorisées par la convention collective. Imaginons que mon entreprise autorise 6 mois maximum. Et bien, même si mon salarié est arrêté qu'une semaine, et bien, j'indique comme date le début de son arrêt et les 6 mois maximum de subrogation. Surtout, un bon réflexe à avoir et ne pas oublier de vérifier les coordonnées bancaires. C'est vrai que ça peut sembler bête comme ça, mais certaines grandes entreprises fonctionnent avec plusieurs comptes bancaires. Par exemple, un utilisé pour les cotisations URSSAF, un pour la réception des indemnités journalières ou un autre encore destiné pour quelconque achat. Donc, il faut bien vérifier que le numéro de compte qui est sélectionné est bien celui sur lequel vous voulez que soient payées les indemnités journalières. Alors, règle numéro 5, si mon salarié enchaîne 2 arrêts de travail pour un risque différent, je réalise un nouveau signalement d'arrêt. Alors effectivement, là c'est important. Vous savez, tout à l'heure, dans les règles, je vous ai indiqué
que quand mon salarié est en arrêt de travail, tant qu'il n'a pas repris le travail, je ne réalise qu'un seul signalement. Alors, à cela, il y a une exception. Effectivement, il faut savoir que vous avez des arrêts maladie, vous avez des congés paternité, des congés maternité, des accidents de travail. Tous ces risques ne sont pas indemnisés de la même manière par l'assurance maladie et donc ils vont nécessiter des signalements différents. Alors, pour vous illustrer ce que je suis en train de vous expliquer, regardez tous votre écran, vous allez voir qu'effectivement, je vous ai mis l'exemple d'un arrêt maladie. Donc, j'ai une salariée qui m'envoie, donc moi, entreprise, un arrêt maladie. Elle est arrêtée du 15 mai au 25 mai. Donc, moi, en tant qu'employeur, je réalise un signalement d'arrêt. Donc, je vais sur mon logiciel de paie, j'enregistre donc le dernier jour de travail, qui est donc la veille de son arrêt, donc le 24 mai. J'enregistre le risque, elle est arrêtée pour le risque maladie. Donc, qu'est-ce qu'un risque? Effectivement, les risques, ça peut être maladie, maternité, paternité, accident du travail. Donc là, c'est le risque maladie. Et la date de fin prévisionnelle que me demande mon logiciel, c'est le 25 mai, puisqu'effectivement, c'est la date de son premier arrêt. Et voilà, et je valide et je fais partir mon signalement d'événement. Donc l'assurance maladie va le recevoir et va pouvoir indemniser donc cette personne s'il n'y a pas eu de subrogation. Une semaine après, le 26 juin, le 26 mai, que se passe-t-il? En fait, je reçois une prolongation. La personne n'a pas repris le travail, on est bien d'accord. Mais je m'aperçois qu'en fait, il s'agit d'un congé pathologique. Et il faut savoir que le congé pathologique est payé au risque maternité. Donc, on est bien d'accord, cette personne était en arrêt maladie. Elle envoie une prolongation, mais c'est indiqué congé pathologique. Donc, je change de risque, je suis au risque maternité. Et cela est indemnisé différemment. Donc, je dois réaliser un nouveau signalement. Mais avant de réaliser ce nouveau signalement, je dois venir clôturer le précédent. Comment clôture-t-on un signalement? Tout simplement en indiquant une date de reprise de travail. Alors, on est bien d'accord, la personne n'a pas repris le travail. Mais pour clôturer le signalement en maladie et pouvoir réaliser un signalement en maternité, je viens clôturer le précédent signalement en indiquant comme date de reprise de travail le dernier jour du premier arrêt maladie. Donc là, dans notre exemple, la date de reprise que j'irai renseigner dans mon logiciel, ce sera le 25 mai. Et je pourrai réaliser un signalement pour le congé pathologique. Alors, vous voyez, à compter du 9 juin, je reçois de nouveau une prolongation. Cette fois-ci, c'est une prolongation d'arrêt maladie. Donc, la personne n'a toujours pas repris le travail, mais effectivement, on bascule et on change de nouveau de risque. On est passé du congé maternité au congé maladie. Donc, je dois réaliser de nouveau un signalement. Et avant de le réaliser, je dois penser à venir clôturer le précédent en indiquant une date de reprise. L'arrêt précédent allait jusqu'au 8 juin, donc je mets comme date de reprise le 8 juin. Et ainsi de suite. Voilà, à chaque fois qu'on a un changement de risque, on pense à réaliser un nouveau signalement. Le dernier jour de travail. Alors ça, c'est une notion qui effectivement porte parfois à confusion dans certains esprits. Alors le législateur, il a décidé en fait de simplifier les choses pour tout le monde. Il s'est dit, le dernier jour de travail, c'est simple, ce sera toujours la veille de la prescription, sauf si la journée a commencé à être travaillée. Alors, je vais vous illustrer ce que je vous dis par un exemple. Imaginons que moi, je me mette en arrêt. Je ne travaille pas le samedi et je ne travaille pas le dimanche. Lundi matin, j'appelle mon employeur, je suis en arrêt. Donc, mon employeur doit réaliser un signalement d'événement en maladie. Et donc, quand sur son logiciel, il devra indiquer la date de dernier jour de travail, il indiquera le dimanche. On est d'accord, je ne travaille ni samedi ni dimanche, mais le législateur a dit que le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt. Maintenant, deuxième cas de figure. Je suis venue travailler lundi. Et finalement, je me suis mal sentie dans la journée, donc je me fais prescrire un arrêt le lundi soir. Donc ma prescription, elle débute bien le lundi. J'informe donc mon employeur. Au moment où il doit réaliser le signalement, il indiquera comme dernier jour de travail le lundi, puisque finalement, j'ai travaillé cette journée-là. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Gardez bien à l'esprit que le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de la prescription, sauf si la journée a été travaillée, ce sera alors le jour de la prescription.
Alors, les pièces jointes. Alors, pour tous ceux qui nous envoient des attestations de salaire via Net Entreprise, vous savez qu'en fait, vous avez la possibilité de joindre des pièces. Ça peut être un acte de naissance, ça peut être un bulletin de paye, un contrat d'apprentissage, enfin peu importe, vous avez cette possibilité. Il faut savoir qu'en DSN événementiel, ça n'est pas possible, puisqu'effectivement, vous nous envoyez des données DSN via des flux et que les pièces jointes, vous ne pouvez pas nous les faire parvenir par ce transfert de flux. Donc, le législateur a pensé les choses différemment. Il s'est dit que finalement, vous pourriez nous envoyer les pièces jointes avant de réaliser votre signalement d'événement. Donc, vous savez que par exemple, l'assurance maladie, pour payer un congé paternité, elle a besoin d'un acte de naissance. Donc, en fait, il faut que vous puissiez nous transférer cet acte de naissance en amont pour que nous, par la suite, au moment où vous nous passez votre signalement d'événement, on puisse procéder au paiement des indemnités journalières. Alors attention, les pièces jointes dont je vous parle pour la DSN, elles sont limitées en fait. Vous ne pouvez pas envoyer n'importe quoi. Donc seules les pièces jointes qui s'affichent à l'écran sont recevables. Donc un justificatif d'accouchement, un justificatif de naissance, donc type acte de naissance, un justificatif d'adoption, la notification de non-classement délivrée par l'employeur, dans le cas des femmes dispensées de travail, un bulletin d'hospitalisation ou encore un justificatif de cure thermale. Voilà, ce sont les seuls documents qui sont acceptés en pièces jointes. Alors, comment ça se réalise tout ça? En fait, c'est simple. Vous nous les envoyez par mail à une adresse mail spécifique. Alors, il faut savoir que chaque CPAM a son adresse mail. Bien sûr, vous n'êtes pas tenu de connaître par cœur les adresses mail de chaque CPAM. Donc, en fait, il y a une liste d'adresses mail qui est disponible sur un site qu'on appelle le site DSN Info. Je vous en parle plus en détail à la fin du webinaire. Et sur cette liste, en fait, vous n'aurez plus qu'à rechercher le département dont dépend votre salarié et sélectionner donc l'adresse mail correspondante pour envoyer les pièces jointes. Donc, vous voyez, par exemple, à l'écran, je vous ai mis DSN PJ, donc DSN pour DSN, PJ pour pièce jointe, .cpam-bobigny assurance-maladie.fr quand il s'agit d'envoyer donc des pièces jointes à l'assurance maladie, à la CPAM de Seine-Saint-Denis. S'il s'était s'agit de Paris ou du 77, vous auriez vu donc CPAM-Paris ou encore CPAM-Melun. Mais alors, pas d'inquiétude, toutes les adresses sont disponibles via donc le site dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, toutes les modalités d'envoi, tout ce que je suis en train de vous expliquer est également disponible via ce site. Alors, règle numéro 8, vous avez fait une erreur dans votre signalement. Et oui, ça peut arriver, nul n'est parfait. Alors, pas d'erreur, pas de panique. Effectivement, si vous vous êtes trompé, ne vous inquiétez surtout pas. En fait, imaginons que vous vous êtes trompé sur le dernier jour de travail. Sachez qu'il y a toujours la possibilité de rectifier en réalisant une DSN annule et remplace. Voilà, en corrigeant donc votre petite erreur. La règle numéro 9, je ne réalise pas de signalement d'arrêt pour une reprise de travail, sauf si elle est anticipée. Effectivement, la DSN événementielle que vous réalisez, c'est pour nous informer effectivement que la personne est en arrêt. Si la personne a respecté son arrêt entièrement, elle était arrêtée du lundi au vendredi, elle revient travailler le lundi prochain, le lundi suivant, il n'y a pas de souci. Inutile de nous informer via un signalement que la personne a repris. Par contre, attention, pensez bien à indiquer la date de reprise dans votre logiciel de paye. Par contre, le cas numéro 2, c'est lorsque la personne, effectivement, elle était arrêtée du lundi au vendredi, imaginons, mais qu'elle décide de reprendre jeudi. Elle se sent bien, elle décide de reprendre jeudi. Donc là, c'est ce qu'on appelle une reprise anticipée. Donc effectivement, dans ce cas de figure, il est important que vous réalisiez un signalement de reprise pour informer en fait l'assurance maladie que la personne a repris précocement et qu'on puisse correctement payer les indemnités journalières. Alors, c'était les 9 règles principales à connaître pour réaliser parfaitement une DSN événementielle. Alors, il y a toujours des cas particuliers, effectivement, et il y a un type d'attestation qui, pour l'instant, ne passe pas encore via la DSN, et ben, c'est le mi-temps thérapeutique. Effectivement, quand il s'agira des mi-temps thérapeutiques, il faudra continuer à nous saisir les attestations sur Net Entreprise comme vous le faisiez jusqu'à présent.
Voilà. Et concernant alors l'historique insuffisant, alors il faut savoir que quand on passe un DSN, il faut au moins avoir transmis 3 mois de DSN pour pouvoir transmettre un événement en maladie et au moins 12 mois pour pouvoir transmettre un événement DSN en accident du travail. Donc, il y a un historique en fait minimum à avoir avant de pouvoir passer une DSN événementielle. Le fameux tableau de bord, c'est la chose dont je vous parle depuis effectivement tout à l'heure. C'est quelque chose de primordial, le tableau de bord. S'il y a vraiment quelque chose que vous devez consulter régulièrement, c'est bien le tableau de bord. Vous allez y retrouver tous vos certificats de conformité, vos bilans d'anomalies, vos comptes rendus métiers. Il faut vraiment que vous sachiez naviguer sur ce tableau de bord. Alors, où est-ce qu'on trouve ce tableau de bord? Il se trouve sur Net Entreprise, effectivement. Alors, il faut savoir que là, à l'image, vous avez une interface directement du tableau de bord Net Entreprise. Mais parfois, certains logiciels sont équipés d'une interface spécifique qui leur donne accès donc directement au tableau de bord sur lesquels ils pourront consulter les mêmes éléments. Donc, pourquoi est-ce que c'est primordial de consulter le tableau de bord? Parce que tout simplement, on va y voir immédiatement les anomalies qui ont été générées lors du transfert donc, des DSN, qu'elles soient mensuelles ou événementielles. Donc, vous allez pouvoir rechercher les informations via le menu directement. Alors, sachez qu'en fait, on peut remonter jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, moi, je veux vérifier ce que j'ai transféré il y a 3 mois, imaginons que j'ai fait une DSN événementielle, je veux vérifier si elle est bien disponible, si elle est bien passée. Effectivement, j'ai l'information parce que ça fait 3 mois. Mais au-delà de ces 3 mois, il n'y a pas d'historisation. Il faut savoir que c'est à vous de vous constituer votre propre historique, puisqu'effectivement, vous êtes seul responsable des éléments que vous transmettez en DSN. Et si vous deviez être contrôlé, je ne sais pas, par l'URSSAF ou par un autre organisme, vous devriez être en mesure de pouvoir présenter en fait ce que vous avez envoyé en DSN. Donc, c'est à vous de procéder à la création de votre propre historique. Alors, le tableau de bord, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'important puisqu'en fait, il va vous permettre de vérifier le statut de votre dépôt. Une fois que vous avez déposé vos différents flux, vous allez pouvoir vérifier si tout s'est bien passé. Vous allez donc pouvoir consulter vos bilans d'anomalies, vous allez consulter tous vos certificats de conformité et tous les comptes rendus métiers des différents organismes. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les personnes qui font Net Entreprise, quand vous nous faites une attestation de salaire, vous recevez par mail un compte rendu vous indiquant si on a payé l'attestation et si on ne l'a pas payé, pourquoi, et éventuellement vous réclamant des pièces supplémentaires. C'est le même principe, là, ces fameux comptes rendus, vous les retrouverez donc sur le tableau de bord. Donc, effectivement, soyez vigilants, allez le consulter assez régulièrement pour vous assurer que tout ce que vous avez transmis a pu être reconstitué dans les différents organismes. Alors, on va passer à notre dernière partie qui est relative à l'offre digitale de l'assurance maladie. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, à l'ère digitale, toutes les administrations ont quasiment dématérialisé leurs déclarations et c'est aussi le cas pour l'assurance maladie. Alors, on a toute une série en fait de déclarations qui sont disponibles sur le site Net Entreprise. Par exemple, en cas d'accident du travail, aujourd'hui, en fait, vous êtes tenu de déclarer donc dans les 48 heures et pour la plupart d'entre vous, vous le faites déjà tous sur Net Entreprise. Donc, vous avez également les attestations de salaire en ligne. C'est ce que vous faisiez avant la DSN événementielle. C'est ce que vous risquez encore un peu de faire quand il s'agira de faire des attestations en mi-temps thérapeutique. Vous avez également donc la DSN qu'on vient de voir tout de suite. Vous avez ce qu'on appelle les décomptes de remboursement, BPIJ, en fait, pour les employeurs qui demandent la subrogation pour les indemnités journalières. Sachez que vous pourrez consulter directement sur Net Entreprise les décomptes et vérifier quels montants ont été versés. Vous avez également alors un tout nouveau service qui était avant disponible sur une autre plateforme et qui est désormais disponible sur Net Entreprise, c'est les détachements à l'étranger, donc de moins de 3 mois pour vos salariés. Vous avez également le compte ATMP
qui est donc un compte qui va vous permettre de suivre au plus près vos cotisations accidents du travail. Alors, vous avez un service dématérialisé qu'on appelle QRP pour questionnaire risque professionnel. Alors, ça n'est pas encore disponible sur Net Entreprise, c'est disponible sur Amélie Employeur. Et c'est en fait les questionnaires risque professionnel qui vont vous permettre en fait de communiquer donc avec le service des accidents du travail et maladies professionnelles. Vous savez que parfois en fait des questionnaires sont envoyés aux entreprises, aux assurés éventuellement et aux témoins quand il y en a. Et à ce moment-là, toute cette partie-là est dématérialisée. Donc non seulement vous avez la possibilité de répondre directement en ligne, mais en plus, effectivement, vous aurez la possibilité de consulter les pièces également en ligne. Parce que pour ceux qui sont qui sont habitués effectivement à la gestion des accidents du travail. Vous savez qu'avant que le service en ligne soit mis en place, parfois il fallait se déplacer à la CPM pour consulter les pièces relatives à un dossier accident du travail ou maladie professionnelle. Désormais, ce n'est plus utile puisque tout est disponible en ligne. Et enfin, vous avez un tout dernier service qu'on appelle le service immatriculation des travailleurs étrangers qui va être un service très utile lorsque vos salariés n'ont pas de numéro de sécurité sociale et qu'il faudra en faire la demande. Alors, les 3 fameux sites dont je vous parle depuis tout à l'heure, enfin là, s'il y a 3 sites qu'il faut garder en favori sur votre navigateur, ce sont les 3 qui s'affichent à l'écran. Vous avez le site DSN Info, donc ça c'est le site de référence. C'est un site important que vous devez pouvoir consulter, qui va vous tenir informé de toute l'actualité relative à la DSN, des changements des réglementations. Vous allez y retrouver tous les cahiers techniques pour le formatage de vos logiciels. Enfin, ils ont une base de connaissances assez enrichie, donc je vous invite effectivement à aller le consulter. C'est d'ailleurs là que vous retrouverez la liste de toutes les adresses mail pour faire parvenir des pièces jointes en DSN. Donc, je vous invite à le consulter. Vous avez le site, le fameux site Net Entreprise, qui est un portail de déclaration sociale que vous connaissez presque tous parfaitement. Alors c'est pareil, je vous invite effectivement à consulter leur base de connaissances qui est très enrichie, très fournie et ils ont mis à disposition des petits MOOCs et des petits tutoriels de formation très ludiques qui pourront en fait vous permettre une prise en main très rapide des différentes déclarations qui sont disponibles via leur site par rapport aux différents organismes. Et enfin, le site de référence de la sécurité sociale de l'assurance maladie, c'est amélie.fr. Effectivement, que vous soyez une entreprise, que vous soyez à titre personnel un assuré ou un professionnel de santé, toutes les informations relatives à la réglementation de l'assurance maladie s'y trouvent, toute l'actualité s'y trouve, donc je vous invite à le consulter effectivement régulièrement. Et alors, si malgré ces fameux 3 sites, vous aviez encore quelques questions, sachez qu'est mis à disposition de toutes les entreprises donc une hotline employeur pour vous aider à utiliser donc les téléservices. Donc, elle est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 36 79. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas appeler un numéro court, on vous a mis le numéro complet en dessous parce que c'est vrai qu'en cette période de Covid, effectivement, on est quasiment tous en télétravail. Donc, vous avez un numéro spécifique que vous pouvez appeler de vos portables si vous le souhaitez. Alors, sachez que si vous avez besoin d'une assistance sur les téléservices, donc les téléconseillers sont à votre disposition pour vous accompagner. Si vous avez une question un peu plus précise relative à une réclamation concernant un dossier particulier d'un de vos salariés, sachez également que vous pourrez donc déposer vos informations à ces personnes-là qui feront remonter l'anomalie donc aux services experts. Alors, si vous voulez nous joindre, nous, tout particulièrement, les conseillers employeurs de la relation employeur de Seine-Saint-Denis, donc que ce soit ma collègue Madame Vandenbroek ou moi-même, nous avons une adresse qui s'affiche à votre écran qui est au service des employeurs.cepam-bobigny@assurance-maladie.fr. Donc, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes d'assistance sur tous les services que je vous ai présentés. Alors maintenant, si vous avez une petite difficulté qui est d'ordre technique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous inscrire à Net Entreprise, que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas si c'est une inscription type individuel SIRET ou type portefeuille, sachez que vous avez la possibilité de les connecter, de les contacter directement, donc via la hotline, le 0820 000 516. Et si vous avez des problèmes techniques relatifs à la DSN,
une hotline également, le 0811 376 376. Voilà pour ce que je voulais vous en dire concernant donc ce webinaire dédié à la DSN en module initiation. Donc désormais, je vais laisser la parole à ma collègue Madame Van den Broek pour toutes les questions que je crois être assez nombreuses sur le chat. Merci Karima. Alors, je vous ai adressé dans le chat un lien concernant le questionnaire de satisfaction. Je vous invite à prendre quelques instants pour y répondre. Ça nous permettra en fait de nous améliorer et de tenir compte de vos différentes observations. Alors, je vais tenter de répondre à l'ensemble de vos questions, qui sont nombreuses. J'espère avoir le temps d'y répondre, mais pas de panique. Si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous fournirons donc les réponses à vos questions ainsi que le support qui vous sera disponible, ainsi que les questionnaires de satisfaction si vous n'avez pas le temps d'y répondre à l'issue de ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie tout par mail, même pour vos collègues qui n'ont pas pu y assister. Donc, petite précision, s'il y a des questions sur des dossiers spécifiques ou particuliers, je vous invite à nous envoyer à l'adresse mail qui va s'afficher à l'écran, celle que Karima nous a transmise tout à l'heure au service des employeurs. Vous pouvez nous les joindre soit par mail ou alors nous contacter par téléphone. Donc, on va reprendre ensemble les premières questions. Et on va tenter d'y répondre. Et si on ne peut pas y répondre, ne vous inquiétez pas, on cherchera la réponse et on vous l'apportera ultérieurement. Alors, première question. Quel est l'impact du non-envoi d'une DSN événementielle? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune obligation de DSN événementielle. Il y avait une parution au niveau du journal officiel d'une pénalité financière qui n'est toujours pas mise en marche pour le moment. Donc, pour l'instant, l'impact, ce serait que vous ne percevrez pas d'indemnité journalière ou votre salarié si vous ne faites pas le signalement. Après, l'autre solution serait d'établir une attestation sur Net Entreprise. Voilà. Mais le fait de faire une DSN événementielle, vous gagnez du temps vis-à-vis de Net Entreprise et c'est beaucoup plus fiable puisque vous vous renseignez que très peu de champs comparé à Net Entreprise. Alors, deuxième question. Comment faire pour les DSN événementiels pour les congés paternité car les CEPA nous demandent de joindre l'acte de naissance? Donc, Karima y a répondu, mais je vais à nouveau vous formuler une réponse. Donc, lorsque vous faites des DSN événementiels, en amont de votre DSN événementiel, vous avez la possibilité de nous joindre par mail sur DSN PJ l'acte de naissance de votre salarié pour son enfant. Comme ça, en amont de votre signalement, nous pourrons enregistrer l'enfant et le signalement permettra donc le paiement automatique de l'arrêt. Ensuite, si on passe par le CEA, comment faire une DSN événementielle? Alors, hélas, le CEA ne permet pas l'envoi de signalement DSN événementielle, simplement que la mensuelle. Donc, je vous invite à passer via Net Entreprise pour établir une attestation de salaire. Alors, quid des mi-temps thérapeutiques, des temps partiels en DSN? Eh bien, hélas, non, ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore opérationnel sur la DSN. Donc, pareil, je vous invite à les établir via Net Entreprise. Alors, pour l'accident de travail, la DSN événementielle est-elle suffisante ou faut-il en faire une déclaration sur Net Entreprise? Alors, la DSN événementielle, couplée à la DSN mensuelle, va permettre la reconstitution chez nous d'une attestation de salaire. Cela ne vous empêche pas de faire la déclaration d'accident de travail qui est obligatoire, je vous le rappelle, et vous devez l'envoyer dans les 48 heures. Donc, vous devez faire votre signalement d'événement pour l'attestation de salaire et ensuite faire votre déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Vous aurez la gratuité puisque c'est envoyé directement à la caisse primaire d'assurance maladie et puis d'envoi recommandé. Donc, c'est gagnant-gagnant pour vous. Alors, problème des salaires avec des numéros de sécurité sociale provisoires. Alors, pour les problèmes de salaire avec les numéros de sécurité sociale provisoire, je vous invite à enregistrer dans votre logiciel le numéro provisoire et de le coupler avec le NTT
pour permettre justement la reconstitution de votre DSN mensuel au niveau des salaires. Et lorsque votre salarié aura son numéro définitif, donc il faudra inclure donc, le numéro définitif, le numéro provisoire et le NTT pour que votre système, votre logiciel puisse assimiler toutes ces données et confirmer donc tous les salaires. Peut-on utiliser le BIS pour avoir le numéro de sécurité sociale du salarié lorsqu'il nous a donné un provisoire? Hélas, non. Ça ne va pas vous permettre d'obtenir le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Alors, s'il a un numéro provisoire, il est valable normalement le numéro provisoire 6 mois. Contactez-nous assez rapidement, vers 4 mois ou 5 mois, pour voir si on a pu obtenir du national le numéro définitif. Si ce n'est pas le cas, ça nous permettra d'être très réactifs auprès du national pour obtenir le numéro de sécurité sociale et pouvoir vous le transmettre. Alors, comment fait-on quand nous avons un nouveau salarié qui n'a pas encore de numéro de sécurité sociale? Alors là, il faut demander à votre salarié de prendre contact avec la CPAM de son lieu d'habitation pour qu'il puisse nous fournir différents documents. Pour que nous pouvons l'enregistrer dans nos logiciels, donc notamment une pièce d'identité à jour, son contrat de travail, éventuellement un bulletin de salaire, son RIB, pour que l'on puisse l'enregistrer dans nos fichiers. Dès que nous aurons tout ça, nous allons pouvoir demander son numéro de sécurité sociale et vous le transmettre. S'il est né en France, aucun souci, il est déjà immatriculé dès la naissance, comme vous l'a dit ma collègue. Si c'est un salarié étranger, il faudra faire le service qui est en ligne, le service d'immatriculation des salariés étrangers. Alors, j'espère pas trop vite. Alors, nous avons un nouvel arrêt si le salarié a un nouvel arrêt, mais où le médecin n'a pas indiqué prolongation, mais nouvel arrêt. Alors, si le médecin a indiqué nouvel arrêt sur donc on a un premier arrêt, nouvel arrêt initial. Le second arrêt, pour vous, c'est une prolongation, mais le médecin s'est trompé et a coché initial. Nous, on le prendra en tant qu'initial. Charge à vous de revoir avec votre salarié pour qu'il puisse aller revoir son médecin, pour qu'il nous transmette un annule et remplace de son avis d'arrêt de travail, pour qu'il puisse le cocher en prolongation et que nous puissions le prendre tel quel en prolongation. Sinon, on reprendra 3 jours de carence. Quid des CPAM qui réclament le RIB en PDF alors qu'il est bien renseigné? Alors, ça peut être une anomalie technique, mais généralement, si on vous réclame le RIB de votre société, c'est pour confirmer, puisqu'on a peut-être eu récemment, dans un délai de moins d'un mois, 1 mois et demi, une mise à jour de vos coordonnées bancaires, et c'est pour confirmer avec vous les coordonnées bancaires à prendre en considération. Comme on vous l'a spécifié dans le webinaire précédent, lorsque vous sélectionnez les dates de subrogation, vous devez sélectionner aussi le RIB. Soyez assez vigilants de bien sélectionner le bon RIB sur lequel nous devons verser les indemnités journalières. Voilà. Le CEA permet-il de rentrer la date de fin d'arrêt? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le CEA ne permet pas de DSN événementiel, uniquement DSN mensuel. Donc, si vous devez faire une attestation pour le CEA, vous allez sur Net Entreprise et là, vous pourrez rentrer dans votre logiciel, en fait, la date de reprise, mais pas sur Net Entreprise. Alors, cela concerne aussi les intérims. Alors, il y a certaines sociétés d'intérimaires qui sont passées en signalement d'événements, ça se passe très bien. D'autres qui commencent, initient un petit peu les signalements d'événements. Donc, oui, c'est possible pour les intérimaires. Hop, j'ai été un peu trop vite, donc ça c'est bon. Alors, vous dites que l'arrêt est au 15, mais donc dernier jour de travail, le 14 mai. Mais il est possible que le salarié ne soit pas venu depuis quelques jours, sans motif, sans avoir d'arrêt. Que faut-il mettre dans la date dans ce cas-là? Vous mettez bien le 14 mai. Après, ça sera
une absence non autorisée par vous en tant qu'employeur, parce que les jours, toute absence doit être justifiée par votre salarié. Ça, c'est le code du travail. Donc, il peut soit mettre des congés, soit ça sera injustifié. Donc, vous retirerez ces jours-là sur le salaire. Mais le 14, c'est vraiment la veille de l'arrêt de travail. Donc, si vous n'avez pas d'avis d'arrêt de travail avant, pour nous, ce n'est pas un dernier jour de travail. Alors, les dates de reprise et fin de prévisionnel sont-elles les mêmes d'après ce que vous dites? Pour moi, la date de reprise est le lendemain de la date de fin prévisionnelle. Alors, ça peut être la même fin prévisionnelle, c'est la date que vous allez observer sur l'avis d'arrêt de travail ou sur le bulletin d'hospitalisation. S'il n'y a pas de prolongation après, donc c'est la date de reprise. Donc, vous allez pouvoir indiquer dans votre logiciel que c'est bien une date de reprise effective. Par contre, si vous avez une prolongation, cette fin prévisionnelle va être augmentée. Donc, ça ne sera pas la date de reprise, puisque la date de reprise sera repoussée d'autant de jours que comporte l'arrêt de travail de prolongation. Alors, hop, je suis remontée trop haut. Voilà, ça on a vu. Donc, vous voyez, je vous ai mis aussi dans le chat quelques fiches concernant la subrogation, concernant la date de reprise anticipée et aussi comment déterminer le dernier jour de travail. C'est des petites fiches astuces qui peuvent être très utiles. Et savoir comment vous pouvez vous positionner par rapport au dernier jour de travail. Voilà. Pourra-t-on avoir le support après la vidéo de conférence? Oui, bien sûr, le support vous sera transmis avec les questions-réponses et le questionnaire de satisfaction. Ne vous inquiétez pas. Et un replay sera mis à votre disposition ultérieurement. Quel est le DJT à renseigner pour chaque arrêt? Alors, ça va dépendre de votre avis d'arrêt de travail. Donc, si vous avez un avis d'arrêt de travail qui démarre le 15, le dernier jour de travail sera la veille. Après, ça va dépendre de votre arrêt. Si vous avez un arrêt maladie qui est suivi d'un congé pathologique et qui est suivi d'un congé maternité sans reprise de travail entre ces différents arrêts, le dernier jour de travail sera le même pour la maladie, le congé pathologique et l'arrêt maternité. Si le salarié est en arrêt maladie, reprend son travail avant la fin de l'arrêt prévisionnel. Donc ça, c'est un cas de reprise anticipée. Donc vous allez pouvoir aller indiquer dans votre signalement d'événement une date de reprise anticipée. Donc la date à laquelle il a repris. C'est rare, mais ça arrive. Alors, la CPAM peut-elle transmettre à l'employeur une copie de l'arrêt qui aurait été perdu par la poste ou le salarié qui n'aurait pas conservé une copie? Alors, si nous avons bien reçu l'avis d'arrêt de travail, oui, effectivement, nous pouvons, excusez-moi. Donc, oui, nous pouvons vous transmettre le volet que nous avons reçu, seulement s'il est en notre possession. Vous avez simplement à en faire la demande auprès de la CPAM dont dépend votre salarié. Date du dernier jour de travail pour des salariés ne travaillant qu'un jour ou 2 de travail dans la semaine. Ben, c'est pareil, c'est la veille de l'avis d'arrêt de travail. Qu'en est-il si on enchaîne congé pathologique avec un congé maternité? Doit-on mettre une date de reprise? Alors non, vous ne mettez pas de date de reprise, vous indiquez une date de reprise prévisionnelle qui sera la date de fin du congé maternité. Alors, comment doit-on faire si un salarié part en cours de journée, exemple midi, pour se mettre en arrêt maladie? Quelle prise en charge? Alors, toute journée commencée est due par l'employeur. Vous indiquez bien en dernier jour de travail le jour où votre salarié est en arrêt et normalement, il doit aller consulter immédiatement son médecin. Lorsqu'on clôture un arrêt pour un motif différent, est-ce que le suivant, doit-on cocher la prolongation ou un nouvel arrêt? Alors, ne cochez pas prolongation puisque votre signalement d'événement ne va pas permettre la reconstitution chez nous d'une attestation d'arrêt maladie. Donc, je vous conseille de cocher nouvel arrêt. Donc, Karima me fait signe que le délai imparti pour l'ensemble de vos questions
est terminée, j'en suis désolée. Donc, ne vous inquiétez pas de panique. Toutes vos questions ont bien été prises en considération. Nous y apporterons une réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, on a tout en main. Donc, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour démarrer dans de bonnes conditions la DSN événementielle. Nous comptons sur vous. Et comme le dit la formule consacrée, il n'y a plus qu'à. Donc, merci de votre participation et nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochains webinaires. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Un replay sera mis à disposition, ne vous inquiétez pas.